ces questions éthiques sont des questions, là aussi, qui sont énormément ressorties dans nos travaux je vous invite à monter sur la scène et je vais pouvoir présenter, mais dans nos travaux de prospective, prospective fundraising 2033, cette question centrale de l'éthique a été portée. Nous avons donc demandé à Léa Morgan du ministère d'animer cette table ronde, car elle avait animé il y a quelque temps des échanges sur le sujet qu'elle a creusé amplement. Et je vais lui laisser la parole. Et le micro, vous avez assez de micros chez vous là? Non, il y en a un. On pourrait en avoir un chacun. Profitons-en. Ah, oui, c'est bon. Merci à elle et merci à l'AFF pour cette invitation à problématiser un petit peu ce sujet d'éthique et mécénat qui est un vaste sujet et qui peut se prendre de plein de bouts. On va voir ça aujourd'hui, qui est à la fois un sujet technique mais aussi un peu politique finalement et parfois, souvent même polémique, hein, puisqu'il interroge aussi, la table ronde d'avant en parlait un peu, et les intervenants de l'ouverture aussi, qui interrogent finalement ce qu'on est en tant que société et le modèle de société qu'on veut proposer. Et du coup, merci aux intervenants qui participent à cette table ronde, qui ont aussi un certain courage, hein, parce que c'est aussi des sujets pas évidents à traiter. Donc merci à vous. Donc Étienne Bonnet-Candé, vous êtes administrateur général du Palais des Beaux-Arts de Lille. Anne-Claude Dargent, chef du service mécénat, privatisation et activités commerciales à Paris Musée. Et côté mécène, donc Sébastien Ruiz, vous êtes directeur du fonds de dotation Agnès B. Voilà, donc je vous laisserai présenter après vos structures respectives et peut-être dire un mot pour cadrer un petit peu aussi les échanges de ce qu'on entend quand on parle aussi d'un vaste sujet qui est l'éthique et le mécénat, parce que finalement on pourrait l'évoquer sur 4 niveaux un peu, disons, pseudo-hiérarchiques, mais on entend souvent parler de déontologie. Sur ces questions-là, alors déontologie qui est plutôt un ensemble des règles et des devoirs qu'on se fixe, hein, dans une profession, avec des codes, souvent on l'entend pour les professions réglementées, mais pourquoi pas on pourrait imaginer un code de déontologie des fundraisers, pourquoi pas. Donc voilà, il y a la notion de la checklist aussi. Ouais, avec aussi après le niveau de la loi en fait, hein, de ce qui va être autorisé ou non et finalement les moyens qu'on va se donner de faire respecter ces lois-là, et un niveau qui dépasse le niveau légal qui est autre chose. Donc vous allez avoir les notions de morale, hein, qui vient du latin mores, c'est plutôt là la façon de se conduire en fait. Un code de conduite, c'est des façons d'agir en fait qu'on se donne en respectant un certain nombre de principes qui sont valables et dans des sociétés à un moment donné, toujours considérer ce moment donné en fait finalement, et on va le voir cet après-midi, et on choisit finalement ou pas d'adhérer à ces principes à l'aune de ce qui est moralement bon ou pas, de ce qu'on a déterminé. Et l'éthique, je dirais, qui vient un peu de manière aussi la supérieure de s'engager, alors qui vient là du grec éthikos, mais qui est finalement la science de la morale, je dirais, et qui vient là, en fait, c'est peut-être l'ensemble des règles qu'on se donne au-delà de la loi, en lien avec cette morale pour vivre en société. Et bon, c'est une intro un peu longue, mais non, je reviens aussi au sujet de la philanthropie et du mécénat, plus particulièrement avec ce qu'il y a d'intéressant, c'est que souvent on va l'entendre comme finalement quelque chose qui va être moralement bon, qui va être utile, qui va impacter les bénéficiaires, alors d'une manière généreuse et pour tout en partie désintéressée. Mais ce qu'on voit, c'est que du coup, de base, il y a cet engagement moral qui est fort, mais il y a différents niveaux d'engagement qui font à un moment donné que ça va introduire une part de relativisme. Donc ça, on va le voir, qui peut ou pas faire débat. Et c'est cette question qu'on va essayer de creuser cet après-midi avec nos intervenants. Et du coup, j'en arrive à ma première question, hein. C'est peut-être aussi de nous dire, peut-être un mot sur votre structure. Et finalement, ce qui va être aussi intéressant, c'est comment, en fait, ce sujet de l'éthique, il est arrivé par votre prisme métier. Ouais, je me lance.
Comment le sujet de moralement bon est arrivé dans, dans le métier? Je crois que j'ai été plongée dès le début de ma carrière. Enfin, mes premiers balbutiements étaient au Palais de Tokyo. C'était 10 ans avant ce qui nous a été présenté par Mathieu et Raphaël. À une époque où le palais était en train de se réinventer, de s'étendre, avec un nouveau directeur. Et nous étions 2 couteaux suisses du développement des ressources. Et la première question qui s'est posée, c'est comment tenir le modèle économique et en même temps tenir la vision qui était portée par la nouvelle direction du Palais de Tokyo. Et un des gros challenges éthiques qui s'est posé en privatisation, c'était la capacité à privatiser des espaces pour des expos privés. Il y a eu des mauvaises expériences dans le passé avec la précédente direction, notamment avec Nivea. Donc les équipes étaient assez traumatisées par ces critiques. C'est présenté à moi la question d'accueillir Chloé pour une grande privatisation qui s'appelait Chloé Attitude. Et la façon dont on l'a géré, c'est qu'à la fois, on l'a évoqué dans la conférence précédente, il y avait la pression des recettes, mais il y a aussi la question éthique de la capacité à construire des expositions privées. Là où on a déminé le terrain, c'est que ce projet est apparu avec une commissaire et on a vraiment co-construit le projet entre les équipes du Palais de Tokyo et puis l'équipe de Chloé. C'était vraiment un terrain d'apprentissage très formateur pour moi pour la suite, de comment est-ce qu'on fixe les limites et qu'est-ce qui va être acceptable pour le public et qu'est-ce que ça va pouvoir aussi apporter comme nouveaux visiteurs, puisque le challenge du Palais de Tokyo, qui réouvrait après une longue période d'endormissement, c'était de faire venir des publics plus variés, y compris les publics du quartier, parce que c'était un lieu un peu hors sol qui attirait la scène émergente, mais qui n'avait pas forcément réussi à s'adresser à son quartier. Donc c'était complètement en contrepoint de ce qu'on imagine aujourd'hui du Palais de Tokyo, voilà, hype, underground. En fait, là, c'était aussi tourné vers le 6e. L'expo Chloé était assez intéressante pour ça. Et donc, ça a aussi posé des jalons sur qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Et on a eu beaucoup de cas de figure où on a, après ce précédent, refusé d'autres collaborations en se disant qu'on n'était pas juste des mètres carrés, mais voilà, un espace où les expos privés devaient être porteuses d'un projet qui était en adéquation avec le lieu. Donc ça, c'était mon premier challenge éthique au Palais de Tokyo. Tu nous demandais voilà, comment est-ce qu'on était entré dans le sujet et comment ça s'était posé tout au long de notre carrière. Donc je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais je vais essayer de mentionner quelques jalons, comme on s'était dit en préliminaire. Chez Frieze, mon sujet s'est posé aussi parce que j'étais responsable des partenariats. C'était une foire présente dans plusieurs pays avec aussi une forte pression financière et puis pour le coup un objectif très marchand. Mais il y avait aussi Frieze Project qui était un projet un peu satellite qui tenait énormément à cœur des fondateurs de la foire. Et c'était porté par des convictions sincères, mais c'était assez difficile à porter moi en tant que fundraiser. Je cherchais surtout des financeurs pour une foire commerciale, mais je devais aussi financer des projets non-profit. Et donc là-dessus, il y a eu un choix aussi de fait de ne pas présenter des marques dans la foire. Aujourd'hui, je sais qu'ils en sont revenus, qu'ils présentent des marques dans la foire, mais avec vraiment un angle plus patrimonial, heritage, où on va proposer aux visiteurs d'apprendre des choses. Donc voilà, il y a trouver cette limite entre ce qui relève du commercial et ce qui relève du non-profit. C'est plus facile, je pense, dans le milieu anglo-saxon, où il y a quand même une porosité entre le commercial et le non-profit. Et par exemple, encore maintenant, Frieze Los Angeles, qui a fini en février, était très fier de pouvoir présenter plusieurs organismes très engagés dans la communauté, très engagés dans la diversité et l'inclusion, comme partenaires et comme espace qui présentait un propos artistique. Donc je pense qu'il y a une porosité peut-être plus forte dans le milieu anglo-saxon qu'en France. Ensuite, chez Tate, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Le sujet était assez marqué, puisque sur les donateurs individuels que je pilotais, on a eu beaucoup de sujets. D'abord, le premier challenge, c'est qu'on avait pour mission de diversifier le profil des mécènes. C'était un sujet dont je m'étais emparée en arrivant dans mon poste, pour être en lien avec la nouvelle orientation de diversité et inclusion de Tate. Donc on s'est dit, on a un propos plus divers, il faut que nos mécènes soient aussi plus divers et à l'image de ce qu'on veut proposer et du public auquel on s'adresse. Sauf qu'en diversifiant, en élargissant les zones géographiques qu'on touchait, il y avait un grand challenge de recherche éthique sur le profil de nos donateurs, l'origine des fonds, et on a mené donc une grande campagne pour sourcer des mécènes qui pouvaient être validés éthiquement, et on a recruté 2 personnes qui étaient dédiées à la vérification éthique au sein de notre équipe, parce que, comme le disait Raphaël, en tant que fundraiser, on n'est pas du tout équipé.
Et on aura l'occasion d'y revenir. Mais donc on pouvait s'appuyer sur des spécialistes qui avaient accès à des bases de données, qui avaient vraiment le temps d'examiner les prospects envisagés avant même qu'une approche soit faite, pour pas être dans une situation délicate d'un commissaire d'exposition qui approche un mécène et derrière on se dit en fait au secours, il faut absolument pas continuer à discuter avec cette personne. Donc voilà, on avait une équipe pour les vérifications éthiques. Et aujourd'hui chez Paris Musée, on est une toute petite équipe, mais je salue toutes celles du réseau Paris Musée qui sont présentes. Et on essaye effectivement de faire un minimum de recherche avec le peu d'outils dont on dispose sur les entreprises qui sont amenées à s'associer à nous, que ce soit comme mécènes ou comme privatiseurs. Beaucoup de définitions finalement, de qu'est-ce qui relève de l'activité mécénat, de ce qui n'en relève pas, avec quelques questions d'image et de profil sur aussi traçabilité de l'origine des fonds en provenance des mécènes. Est-ce que c'est un peu les mêmes cas de figure au Palais des Beaux-Arts, Étienne? Comment ça arrivé, vous, dans votre métier, les questions éthiques? Nous, c'est arrivé par l'écologie, en fait. Et c'est intéressant de revoir ce cheminement, parce que là où on est arrivé, on est encore en cheminement. Le cheminement qu'on a emprunté a beaucoup pesé sur la manière dont on a abordé ces questions. On est un musée de région engagé depuis un certain temps dans le cadre de notre projet scientifique et culturel, dans beaucoup de rénovation de nos manières de faire, de produire des expositions, de développer les actions publiques, etc. Et parmi ces axes de travail qu'on avait posés au moment justement de la validation de notre projet scientifique et culturel, il y avait la question écologique qui était là et sur laquelle on s'est penché de manière beaucoup plus forte et vive un peu avant le confinement. Et le confinement nous a plutôt confirmé dans l'urgence qu'il y avait à pas mal avancer sur cette question. Et donc ça nous a amené à nous poser la question de savoir comment est-ce qu'on allait aborder cette question de l'écologie ou plus globalement du développement durable. Et parmi les réponses, les bases de travail qu'on a pu établir pour fonder une stratégie de développement durable, progressivement on s'est à peu près mis d'accord sur une approche assez holistique, globale, celle de l'éco-responsabilité. C'est-à-dire l'idée de considérer l'institution culturelle qui est la nôtre, en l'occurrence un musée, non plus comme un producteur de contenu culturel, exemple des expositions, à proposer soit à des publics pour qu'ils puissent venir la consommer, soit à des mécènes pour qu'ils puissent venir la financer, mais essayer de se considérer comme partie prenante d'un ou de plusieurs réseaux, écosystèmes, articulés les uns aux autres. Et donc finalement, une des parties d'un plus grand tout qui nous dépasse. Alors après, ça pose énormément de questions de savoir justement comment est-ce qu'on délimite un peu l'endroit où ça s'arrête. Est-ce que le public il est en dehors de nous? Est-ce qu'il fait partie de nous? Mais dans ces cas-là, comment est-ce qu'il participe à notre activité? Est-ce que nos concessionnaires sont juste là? Ou est-ce qu'on est un producteur économique et on participe à l'animation, voire à l'activité de certaines entreprises? Et évidemment, ça change profondément le regard qu'on peut poser sur les mécènes qui ne sont pas uniquement là pour apporter des sommes en numéraire, mais de savoir dans quelle mesure est-ce que ils participent en fait de l'activité économique ou sociale à laquelle on peut nous-mêmes contribuer directement. Et c'est autour de ça que donc déjà ce regard porté qui décentre un peu le regard qu'on s'est beaucoup posé sur la question de l'éthique, notamment d'un point de vue environnemental, mais comme vous le voyez, il n'est pas que question d'environnement au sens bilan carbone du terme, ça rentre évidemment dedans, mais plutôt sur assez fondamentalement la question de l'éthique de la relation en fait qu'on peut avoir vis-à-vis du mécène. Et à partir, parce que quand on a dit ça, on n'a pas fait grand-chose, on a juste changé notre manière de voir les choses, mais il est sûr qu'on ne peut plus uniquement en gros se limiter à proposer des très beaux projets en espérant qu'ils puissent être financés. Il faut savoir comment est-ce qu'ils sont financés, il faut savoir quels projets aussi on propose. Ça nous a beaucoup amené à nous réinterroger. En gros, on faisait financer beaucoup de grosses expositions ou des rénovations importantes de collections ou des restaurations, enfin des choses assez classiques. On s'est à un moment donné posé la question, puisqu'une grosse partie de notre activité est quand même tournée vers le public. Il y a beaucoup d'actions vis-à-vis du public,
programmation culturelle, actions diverses et variées, dans quelle mesure est-ce qu'ils pouvaient aussi venir contribuer à ça et comment? Est-ce que ça se limitait juste à un échange financier? Est-ce qu'il y avait d'autres formes d'échanges qui pouvaient avoir lieu? Quelle était leur part également d'engagement? Et à un moment donné, est-ce que, au-delà du fait de partager la beauté ou l'intérêt d'un projet, est-ce qu'il y a un partage de valeurs qui peut se réaliser? Et c'est dans ce cadre-là, un peu renouvelé, qu'on a été amené à aujourd'hui travailler sur une charte du mécénat durable, on va dire ça comme ça, qui pour l'instant n'est pas abouti, pour essayer de poser des jalons d'une relation un peu plus équilibrée et plus éthique, en fait, de la relation avec les mécènes. Merci beaucoup. Ça, on y reviendra justement sur ces notions de charte qui existent aussi actuellement. Peut-être vous interrogez vous aussi, Sébastien, côté mécène, du coup. Ah oui, on est de l'autre côté, c'est vrai. Oui. Alors, quand même, historiquement, j'ai aussi été du côté, d'ailleurs à Lille, au Théâtre du Nord, donc je comprends bien les deux côtés, même si les lignes bougent beaucoup et très vite. Juste pour recontextualiser quand même, depuis, je dirais, 2003, donc la loi Ayagon, avec les questions fiscales qui vont avec, je pense que les mécènes, qu'ils soient entreprises ou privés directement, ont une forme de pouvoir. On a une voix, en fait. On peut trouver ça bien ou pas bien, d'ailleurs. C'est une vraie question qui rejoint la question de l'éthique et de la morale. Mais on se doit, quand on a ce pouvoir ou cette voix, cet impact, on se doit d'aborder les questions morales. Moi, je pense vraiment à la question morale, la question, en fait, le terme éthique qui regroupe les questionnements moraux. C'est une façon, le terme éthique, de rendre ça plus propre, moins connoté. Moi, je parle vraiment de morale. Alors, à plein de moments dans mon métier, j'ai rencontré des vrais questionnements d'ordre de la morale. Je pense à 2015, le moment où la question des réfugiés en France et en Europe a été d'un seul coup très vive, avec 5 à 6 000 personnes qui se noyaient en Méditerranée, et c'est toujours le cas. Les années précédentes, le fonds que je représente et d'autres structures mécènes, privées, trouvaient ça très bien d'aider les réfugiés. Puis d'un seul coup, c'est devenu très politique. Très politique, on en parlait à la télé, à la radio, les hommes politiques s'en emparaient, à droite, à gauche, aux extrêmes. Et donc là, les mécènes, peut-être à juste titre, ont eu très peur. Et des entreprises ont arrêté d'aider les réfugiés. C'était les mêmes, hein. On est bien d'accord. Et là, je me suis vraiment dit, est-ce que je vais être capable de retravailler avec ces partenaires? Est-ce que je peux reparler avec eux? Alors, quand je dis reparler avec eux, dans ces structures, il y a des gens comme vous, comme moi, qui sont souvent très pros, très motivés, mais qui dépendent aussi de l'objectif. Alors moi, je suis dans un fonds de dotation personnel, c'est Agnès B, donc on relie tout de suite à la marque. Je ne travaille pas pour la marque, je travaille pour elle, c'est ses fonds personnels. Donc on a cette liberté, double liberté, parce qu'un fonds de dotation ne reçoit pas d'argent de subvention publique, et c'est bien normal. Et c'était notre idée. On ne veut pas monter en fondation reconnue d'utilité publique pour aller taper à la porte d'un ministère pour avoir de l'argent. On connaît la situation. Il serait quand même un peu ironique d'aller voir un ministère en lui disant « 2003, c'était super, mais on revient ». Donc je ne vais pas faire ça. On a cette liberté, on a donc cette liberté d'aller dans des sujets politiques, des sujets qui peuvent bousculer la morale, même à l'inverse de la morale en cours, puisque la morale, c'est daté, c'est dans une époque. Donc la morale d'aujourd'hui ne sera pas celle dans 10 ans. On peut l'espérer sur certains points de vue. Mais en tout cas, ces questionnements, on se les pose très régulièrement. Je l'ai eu à nouveau parce que pendant très longtemps, le fonds que je représente apparaissait surtout dans le milieu culturel. Or, on travaille avec beaucoup d'assauts et d'ONG, une quarantaine par an, sur des sujets très différents, qui peuvent être très clivants. Et Agnès avait pour habitude de dire « on n'apparaît pas ». Pas parce qu'elle ne souhaitait pas qu'on relie son nom à des causes, bien au contraire, mais elle souhaitait être discrète. Elle ne voulait pas qu'on dise « voilà, je veux faire de la pub là-dessus ». Et un jour, je lui ai fait un résumé, tous les rendez-vous que je prenais, les assos me disaient « mais s'il vous plaît, même quand c'est une petite somme, on veut pouvoir utiliser votre nom, ça nous permet d'aller en voir d'autres ». Donc là, c'était une question morale. Je me dis, est-ce qu'on plie ? Est-ce qu'on donne notre logo ? Et je n'ai pas envie qu'on me dise, vous avez mis votre logo contre quelques milliers d'euros. Ça, c'est une vraie question. Et dans l'introduction que tu faisais tout à l'heure,
Moi, je retiens vraiment encore une fois cette question de moralité. Je pense, ça va être un peu direct, je pense qu'on ne s'achète pas la morale. Et il faut savoir où on se trouve quand on est donateur et qui est le bénéficiaire en face. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire même quand on le souhaite. C'est très déplacé. Donc la morale, c'est une question d'endroit où on se déplace et quelle est la croyance et que porte le mécène d'origine, que ce soit l'entreprise ou le mécène privé. Merci beaucoup. Mais c'est ça qui est intéressant là, dans vos trois propos, c'est qu'en fait on se rend compte qu'il n'y aurait pas forcément une éthique finalement, mais des éthiques, parce qu'elle arrive en fait de plein de bords différents et elle induit en fait des tonnes de questionnements auxquels il faut trouver des réponses comme on peut, mais à l'aune aussi d'une morale aussi qui est évolutive et mouvante. Mais ce qui nous amène aussi à réfléchir en termes de, quand on parle d'éthique, moi quelque chose qui me traverse aussi, c'est de là découle aussi une notion de risque. Et on le voit, il y a un risque pour l'institution, forcément un risque pour le mécène. Et vous l'avez évoqué un peu en filigrane, sur distinguer sur l'activité elle-même, sur les questions d'image, à la fois que ce soit du point de vue bénéficiaire ou du point de vue mécène, tout ce qu'on dira de réputationnel en fait, et que chacun a un peu ses combats, mais aussi des risques économiques. Hein. Vous parliez de la traçabilité des dons. Donc quand on est mécène, c'est où est-ce que va l'argent, qu'est-ce que je finance, est-ce que ça le finance bien. Quand on est bénéficiaire, c'est, j'imagine, rendre des comptes aussi de dire que ça c'est. Est-ce que vous voyez, vous appuyez ces risques-là? Est-ce que vous en voyez d'autres? Est-ce que vous avez des exemples par rapport à ça? Sur la notion de risque, je dirais déjà qu'il n'y a pas de risque zéro. Et qu'on prend toujours un risque. Et ça, c'est très dur aussi pour les équipes, parce qu'il y a ce stress et il peut y avoir un risque d'autocensure, de dire bon, on s'est déjà pris une claque, on va arrêter d'essayer dans cette direction. Donc c'est très difficile quand on est un peu la courroie de transmission entre chapeauter des sujets de fundraising et puis être en lien avec d'autres directions dans un établissement. Je donnerai un exemple. Sur comment on gère le risque. Par exemple, chez Freeze, il avait initialement été choisi de faire un pivot dans le positionnement de la foire. Initialement, notre principal mécène, sponsor, c'était COS, parce qu'on ciblait plutôt des galeristes, des jeunes collectionneurs un peu émergents. Donc, on voit tous un peu le style COS, ça correspondait bien à notre cible. Et il a été choisi avec un nouvel investisseur de positionner la foire comme beaucoup plus luxe. Et d'ailleurs, c'est sensible encore aujourd'hui. Et donc, j'ai eu pour mission de faire ce basculement. Et dans les principaux mécènes pluriannuels que j'avais sécurisés, il y avait Alexander McQueen, mais il y avait aussi Gucci, puis ensuite des montres. Et puis, il y a eu le bad buzz sur les Black Faces de Gucci. C'était à la fin du premier round, du premier partenariat, au moment où on était en train de discuter la reconduction du partenariat. Et en fait, toute institution, qu'elle soit commerciale ou institutionnelle, a ce risque-là d'un seul coup, quelque chose qui explose. On a vu récemment les mauvaises campagnes photos de Balenciaga avec des enfants. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Et en fait, que ce soit le secteur du luxe, les cabinets de conseil, les banques, en ce moment, c'est assez compliqué. Et donc, de toute façon, le risque zéro n'existe pas. Ce qui est très difficile pour nos équipes, encore une fois, on n'est pas spécialiste, on n'est pas juriste, c'est comment est-ce qu'on minimise les risques, comment est-ce qu'on s'équipe, comment est-ce qu'on est plus résilient pour rebondir, comment est-ce qu'on se trouve des mécènes engagés qui croient à nos causes. Et voilà, se disant que les choses bougent, mais aussi les choses bougent dans le bon sens. C'est-à-dire que jusque récemment, il y avait des sujets sur les grandes banques financeuses du pétrole. Beaucoup de banques ajustent le curseur grâce à la pression de l'opinion publique et essaient d'aller au-delà des éléments de langage et d'avoir des actions plus concrètes et de vraiment s'équiper d'une équipe RSE qui essaie de faire bouger les lignes, qui se rattache directement à la présidence et pas juste un petit satellite pour faire du greenwashing. Donc il y a quand même certaines banques qui essayent de bouger et pas toutes, et c'est encore un débat très très vif quand on est fundraiser, le sujet des banques. Mais en tout cas, les choses bougent en permanence, ce qui fait qu'une entreprise ou un secteur qui pourrait être non grata pendant une période pourra à nouveau être reconsidéré plus tard. Aujourd'hui, Total, on est tous extrêmement prudents. En l'occurrence, c'est une entreprise avec laquelle on ne se cache pas qu'on ne peut pas s'associer, mais elle opère une transition vers l'électricité et je pense que dans quelques années, la question se reposera. Donc, il n'y a pas de risque zéro, mais il n'y a aussi pas de décision figée. Ce qui est extrêmement difficile en tant que fundraiser, c'est qu'on a affaire à... On doit rendre des comptes à nos autres mécènes d'un point de vue de l'association d'image, on doit rendre des comptes à nos tutelles. Donc, c'est comment est-ce qu'on justifie en interne nos prises de position.
Et je dirais que les étapes pour gérer le risque, c'est d'abord évaluer la situation. Moi, j'étais en poste à la Tate pendant le sujet Sackler, et comme je pilotais le sujet des donateurs individuels et des grands donateurs, j'étais en première ligne. Et donc, comment est-ce qu'on gère? On évalue la situation, on essaie de vraiment énormément consulter en interne pour s'équiper des bons, des bons arguments et pouvoir tenir une ligne, observer les positions des autres institutions, comment est-ce qu'un sujet qui prend de l'ampleur est traité par d'autres structures pour pouvoir se justifier en disant voilà, telle ou telle entreprise américaine, musée américain a pris cette position. Et puis ensuite, il y a un débat, vraiment un vif débat en interne pour être capable d'assumer une position. En l'occurrence, sur le sujet Sackler, comme vous avez pu le voir dans la presse, l'équipe a réagi très vite pour prendre position dans la presse et vis-à-vis de nos autres mécènes, notamment les mécènes anglo-saxons pour lesquels c'était un sujet très sensible, en affichant que juridiquement, on était tenu de reconnaître cette famille. D'un point de vue du lien du musée, il y avait un lien très fort avec des philanthropes qui étaient assez sincères et passionnés d'art. Donc la nouvelle génération Sackler était vraiment plutôt bien orientée, mais effectivement, il y a eu tout ce sujet qui a pris de l'ampleur. Et donc, la reconnaissance du passé a été honorée. Par contre, il y a une démarche affichée de ne pas démarcher d'autres dons de la part de cette famille. Et plusieurs mécènes, plusieurs entreprises ont pris cette position, plusieurs institutions, en disant on ne peut pas effacer le passé. Il y a aussi une façon d'honorer nos engagements, et ça pourrait inquiéter d'autres grands donateurs que d'un seul coup on soit capable, parce qu'il y a un bad buzz, d'effacer complètement 10 ans de donations et des dons à plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais donc en tout cas on assumait le passé, et par contre on faisait la démarche de ne pas aller plus loin avec cette famille. Et puis 4 ans plus tard, il y a eu une décision, parce que d'autres musées avaient bougé, de là cesser le naming. Mais donc il y a eu quand même un temps d'observation, et je trouve que c'est assez important aussi d'assumer ses positions vis-à-vis de nos autres donateurs, d'être capable aussi de l'assumer publiquement pour conquérir de nouveaux donateurs en disant voilà, parce qu'on prend des positions éthiques plus fortes, on a besoin de trouver d'autres donateurs. On met un niveau d'exigence qui est en lien avec la société et l'évolution de la morale, donc on va pouvoir prospecter peut-être d'autres. C'était finalement une opportunité de faire connaître le besoin de grands donateurs, de financement, l'effort de diversification. Donc parfois une crise peut être une opportunité de poser une prise de position. Et à l'époque, Tate étant la première structure européenne à prendre cette position, c'était quand même il y a 5 ans, et là le Louvre commence à bouger. Mais, donc en fait, il faut être capable d'assumer ces positions, de les prendre vite, et aussi de se remettre en question quand la situation évolue. Mais ça, c'est assez intéressant parce que ça évoque aussi en filigrane cette idée aussi de droit à l'erreur, de prendre des risques, parce que c'est aussi éminemment la philosophie de la philanthropie, de se dire voilà, on prend des risques aussi sur un projet qu'on expérimente. Et là, on est plutôt aussi sur une gestion après d'images qui interviennent dans ce qu'on se dit, où moralement ça devient une problématique, et où la réflexion est collective. Vous, Étienne, sur cette notion justement de risque, comment vous voyez les choses? Ça m'évoque assez fortement les craintes que le fait d'aborder cette question peut faire naître de part et d'autre en fait de cet échiquier, qui sont aujourd'hui assez sensibles. Quand on parle d'éthique ou de développement durable, on se retrouve assez rapidement, pas toujours et pas de manière caricaturale, mais avec des mécènes qui peuvent se retrouver sur la défensive, avec l'idée qu'on va forcément les emmener vers la décroissance, vers l'absence de développement, etc., etc., alors que globalement, on est quand même dans une société qui n'est pas totalement au bord de la dictature totalitaire stalinienne. Et de l'autre côté, on a, pas tout de suite en tous les cas, pas l'impression, mais on peut avoir cette espèce de truc de mais alors vous allez nous juger, où est-ce qu'on a, et on a aussi des équipes, aussi mécénat, il faut penser à elle en tant que telle, qui se retrouvent en se disant mais en gros on va progressivement nous enlever beaucoup de nos outils. Effectivement, on rentre dans des zones de risque très très fortes qu'on n'arrive pas bien à mesurer, on va se retrouver contempteur de bilan carbone, de bilan éthique, de bilan RSE, on n'a pas forcément les moyens, et ça c'est quelque chose que je trouve est assez frappant quand on arrive sur ces territoires-là, c'est que la situation est encore assez crispée. Peut-être d'ailleurs parce que ces questions n'ont pas encore atteint un niveau de maturité assez important, alors même que effectivement il y a, mais comme dès qu'on parle de risque, en fait effectivement derrière s'il y a risque, c'est qu'il y a une opportunité, peut-être. Mais il y a effectivement une opportunité. Pour l'instant, elle n'est pas encore très claire. On se dit ok, on va peut-être se priver de certains mécènes, ça veut dire qu'on va potentiellement en récupérer d'autres, mais enfin on ne sait pas encore très bien lesquels. On ne sait pas encore très bien, puisqu'il s'agit beaucoup d'économies innovantes, de savoir si eux s'inscriront comme leurs prédécesseurs
issus d'autres formes d'économie dans cette logique de fundraising, de mécénat, de philanthropie plus large. Donc les choses sont assez incertaines, mais effectivement, à partir du moment où, de toute façon, on voit bien que ces questions d'éthique, de développement durable, manifestement semblent prendre beaucoup de place, il y a fort à parier que les choses vont, pas naturellement, enfin en tous les cas, être amenées à se décrisper, a fortiori si on a des institutions culturelles notamment, ou des entreprises qui jouent le jeu, en fait, de prendre des risques, de par l'exemple montrer que c'est possible, et si oui, comment, et comment est-ce qu'on peut se sortir de ce type de situation pour progressivement faire éventuellement évoluer le modèle. Une réaction par rapport à ça. Vous, les risques aussi sont doublés du fait aussi que... On n'est pas... oui, on pourrait avoir peur, parce qu'effectivement, on est de moins en moins, et c'est bien normal, on est de moins en moins seul à être mécène d'un projet, quel qu'il soit solidaire ou culturel. Donc on aime bien savoir avec qui on est, c'est vrai. Bon, j'aime bien savoir avec qui j'habite. Et il y a des choses qu'on refuse parce que le projet est très bien, mais qu'on ne se retrouve pas sur tous les points avec les mécènes qui sont en face, ça c'est sûr. Ça m'arrive pas souvent, mais ça arrive. Et certains noms qui ont été évoqués sont effectivement des repoussoirs pour nous. Voilà. Par exemple, au sein du fonds de dotation, vous mettez en place des choses de manière structurelle pour faire des vérifications? C'est très empirique en fait. Moi je crois plutôt à la rencontre pour s'assurer des choses. On n'évite pas, il n'y a pas de risque zéro. Donc je multiplie les rendez-vous pour bien comprendre qui j'ai en face. Enfin comprendre. En tout cas avoir une entente. J'ai envie que ça se passe bien et j'ai pas envie d'être simplement quelqu'un qui signe une convention et qui envoie un virement. Pas parce que ça me gêne, mais j'ai envie d'avoir une relation. Et je pense que plus on a une relation, moins on se trompe. Donc il y a besoin de probablement un peu moins de visio et un peu plus de rendez-vous. J'ai rien contre le télétravail, hein, c'était pas du tout. Mais en tout cas, plus de rencontres. Voilà, savoir un peu avec qui on est. Quelle est son ambition, quel est son engagement, ça ne se découvre pas avec un échange de mails, c'est pas simple. Moi, l'inquiétude que j'ai, elle est un peu différente. Ça peut peut-être un peu ouvrir ou trop ouvrir le débat, mais la course à l'armement, si je puis dire, avoir le plus de mécènes possible. Pourquoi ? Parce que, en fait, les projets coûtent de plus en plus cher, les structures ont besoin de choses de plus en plus waouh, parce qu'il y a une concurrence énorme sur les projets. Je pense à l'Île-de-France, où il y a des lieux d'exposition à gogo de plus en plus gros, privés, publics. Donc il faut réussir à armer ça de plus en plus. Donc les structures, notamment publiques, ont besoin d'aller chercher des mécènes privés, peut-être en plus grand nombre. L'idée, évidemment, est souvent d'avoir une somme plus importante pour ne pas démultiplier, mais en fait, c'est souvent pas le cas. Donc il faut démultiplier le nombre d'interlocuteurs. Alors, on prend plus de risques. Quand vous avez d'un seul coup 5 mécènes sur un projet et que vous en avez 20 la fois d'après, là, il y a des risques. On les contrôle moins, il y a moins de relations. Les rendez-vous, vous ne pouvez pas en prendre 10 avec 20 personnes. Enfin, ça devient compliqué. Et ça ne vient pas de nulle part quand même. C'est ça la vraie question. Ça fait 20 ans, encore une fois, de cette loi Aillagon. Les structures publiques, on leur a dit maintenant, il faut aller chercher de l'argent au privé. Très bien. Sauf qu'on arrive un peu au bout du truc. Les structures privées qui étaient des très grands donateurs, on en connaît, ils ont leur lieu maintenant. Moi, mon premier discours, quand on a ouvert la FAB, notre lieu dans le 13e, c'était de dire, je suis désolé, il va falloir que je me concentre sur mon lieu. Donc on va mettre moins d'argent dans d'autres structures culturelles. Ça, vous le rencontrez, je pense, de plus en plus. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? On ne va pas quand même démultiplier à foison, comme ça, les interlocuteurs, essayer d'avoir 50 000 ici, 10 000 là, ça devient ingérable, même en termes de logo. Et là, en termes de moralité, vous avez des problèmes. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que ça revient à cette problématique là qu'on développe depuis le début, qui est de où est placé le curseur finalement quand on se pose toutes ces questions-là. Parce que vous dites, vous faites quelques rendez-vous, vous avez l'air de laisser une certaine souplesse. Il y a des mécènes aussi entreprises qui, alors on a évoqué les lois RSE, mais il y a des lois Sapin avec des règles de compliance qui exigent de la part des bénéficiaires tout un tas de rapports par an, de rendre des comptes, etc. Et c'est aussi, voilà, quand on est bénéficiaire, quelle garantie on peut apporter et dans la mesure aussi de ses moyens, parce qu'on n'est pas tous non plus une grande institution culturelle, on peut être une petite association avec 2 personnes pour gérer. Je voulais réagir à...
Oui, c'est vrai qu'on ne peut que redire ce qui est pointé, c'est que les mécènes sont de plus en plus exigeants face à la concurrence et à la multiplication des projets. Et c'est vrai que ça, c'est inévitable. Le curseur s'est élevé. C'est à la fois un curseur d'exigence éthique, mais c'est aussi, comme ça a été mentionné dans la précédente intervention, parce qu'il y a une sorte de duplication avec ce qui est fait par les équipes RSE pour leur propre rapport d'activité. Et c'est vrai que les mesures d'impact sont très difficiles quand on parle de projets artistiques, de mesures du visitorat, de l'impact sur le visitorat, c'est assez complexe. Alors, ça amène à être quand même plus créatif et plus réactif. Donc, je trouve que c'est quand même ce qui est intéressant dans notre métier, c'est que du coup, les choses évoluent en permanence. Mais effectivement, c'est extrêmement chronophage et usant. Et on a rarement le luxe de choisir ses donateurs. Effectivement, il y a aussi ce problème-là et cette multiplication qui fait qu'on ne peut pas aller dans le détail. Quand on est des tout petits effectifs, on ne peut pas non plus aller creuser et faire une investigation sur l'origine des dons, sur les activités, sur aller au-delà des éléments de langage RSE des entreprises. Mais c'est quand même ce qu'on essaie de faire, en tout cas nous, à Paris Musée, pour nous protéger. On essaie quand même de mener un minimum de recherche sur le profil des mécènes envisagés, aller au-delà du site internet, de la brochure RSE, c'est d'avoir un dialogue, en tout cas avec nos plus gros mécènes. Mais c'est vrai qu'il y a une zone grise pour les petits mécènes. On a peut-être moins le temps pour les petits dons d'aller vraiment faire cette investigation. Ensuite, ce qui a été évoqué sur les logos, c'est vrai que ça fait vraiment un écho, nous, sur où est-ce qu'on place le curseur. C'est un chantier qui est piloté en ce moment dans l'équipe de Paris Musée sur revoir complètement notre grille de contrepartie et l'utiliser comme vraiment un curseur qu'on espère de plus en plus indiscutable vis-à-vis des attentes de nos mécènes, en disant en fait il y a quand même un niveau de donation qui justifiera telle ou telle contrepartie. Mais c'est pas évident parce que comme on essaie aussi tous de fidéliser les mêmes mécènes, d'un projet à un autre, d'un montant à un autre, un mécène a été habitué à un certain type de visibilité. C'est difficile de lui expliquer que pour un montant équivalent, comme c'est un musée de plus grande ampleur, en réalité, il a droit à moins de contrepartie. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de maintenir le dialogue au niveau de l'éthique et de ce qui est acceptable pour un projet quand on a un mécène qui a des habitudes et qui a des exigences et qu'on a besoin de fidéliser. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai challenge, mais on espère qu'avoir une grille de contrepartie un peu indiscutable nous permettra de faire un pas face à ces demandes. Et puis sur les vérifications éthiques, je pense qu'il y a aussi un besoin de s'appuyer sur les services juridiques qui ne se sont pas assez emparés de ces sujets pour l'instant dans nos structures, et aussi les associer à ces réflexions et les responsabiliser en disant finalement les fundraisers sont en première ligne quand quelque chose se passe mal. Et c'est vrai qu'avec les sujets que j'ai évoqués à la Tate, il y a aussi une prise de conscience sur le fait qu'il faut qu'il y ait plus de dialogue, à la fois plus de consultation avec les commissaires quand il y a des sujets un peu de porosité entre la présence d'une entreprise ou d'un particulier et puis un projet curatorial, mais aussi et surtout avec les équipes administratives et juridiques en fait, et de se sentir plus épaulées et que les équipes ne se sentent pas seules face à la gestion de crise. Donc voilà, ces genres de garanties, elles sont aussi en interne en fait. Et voilà, je pense que c'est quelque chose sur lequel on a une grosse marge de progression, de prise de conscience. Je pense que voilà, le film de Donald Goldin est assez fort pour éveiller cette prise de conscience de la part des juristes des musées. Mais voilà, il faut aussi maintenant déployer comment est-ce qu'on va pouvoir mieux collaborer entre départements pour mieux s'équiper sur l'évaluation et la prise de risque des mécènes, et puis aussi se fixer un cap et s'y tenir. Il y a eu beaucoup de revirements dans notre structure sur alors est-ce que telle ou telle entreprise, on s'est dit qu'on était entre fundraisers et qu'on essaie de parler concret, donc sans citer de marque, voilà, moi ça résonnera avec nos collaborateurs des autres structures, mais voilà, il y a quand même des revirements en perpétuel avec notre direction sur est-ce que cette entreprise c'est oui, c'est non, c'est le secteur d'activité, donc se tenir aussi à un curseur responsabilité de nos directions pour se dire est-ce que là on y va ou pas, et si on n'y va pas, est-ce qu'il y a le plan B, c'est augmenter les subventions, est-ce que le plan B c'est trouver d'autres sources de financement pour qu'il n'y ait pas cette incertitude et surtout ce sentiment pour les fundraisers d'être en première ligne en permanence. Oui, donc il y a aussi une histoire de collectif, en fait, de ce que j'entends, de responsabilité partagée. En fait, comment aussi en interne, on fédère toutes les équipes autour d'une réaction des questions d'éthique, ou collectivement, voilà, et aussi une question aussi d'harmonisation peut-être avec d'autres institutions. Et ce que vous évoquiez aussi sur la problématique Sacler, c'est comment à un moment donné, c'est un ensemble d'institutions qui ont apporté une réponse aussi collective qui a aidé. Et côté aussi, parler des Beaux-Arts de Lille, parce qu'en fait, je dirais que moi j'y vois quand même, il y a deux façons, il y a quand même
réagir aux questions d'éthique par réaction, en fait. C'est ce qu'on voit un peu dans vos exemples aussi. C'est comment, voilà, il y a quelque chose qui se passe à un moment donné, on n'avait pas prévu, parce que aussi la pratique évolue et comment on y est confronté, quelle réponse on y apporte. Et peut-être, il y a des choses peut-être à trouver aussi par anticipation. Et vous mentionniez notamment des chartes. Est-ce que vous pourriez dire un mot de ça, de ces réflexions Justement, l'enjeu, ça avait été de se dire que les risques au Palais des Beaux-Arts ne sont pas non plus dingos, mais dans l'absolu, on n'est jamais à l'abri on reste une structure en régie municipale, donc rattachée à la ville de Lille, une image, etc. etc. Donc ils sont quand même présents. Mais évidemment, si on définit qu'il peut y avoir un risque d'image, jusqu'à ce qu'il y ait un activiste écologique qui vienne, je sais pas, asperger une de nos œuvres sous verre de sauce tomate, etc. Ce qui là, pour l'occasion, serait la précipitation du risque en tant que tel. Mettons que ça arrive, en amont, c'est peut-être se dire si ça pose problème, c'est pas qu'une question de communication, c'est qu'a priori on aurait franchi une ligne avec laquelle on serait pas forcément clair nous-mêmes. Donc c'était la question de savoir justement qu'est-ce qu'on partage nous en tant qu'équipe, établissement, en tant que valeur, et a priori se mettre à peu près d'accord sur le fait que les mécènes, quand ils viennent chez nous, ils les partagent également. Il y a un échange. Alors c'est pour ça que je vous dis que c'est en cours de rédaction, parce que ça pose énormément de questions d'un point de vue développement durable, pour savoir ce sur quoi on s'engage en termes ne serait-ce qu'en termes de, est-ce qu'on croit au réchauffement climatique, est-ce qu'on adhère en tous les cas à ces théories scientifiques, est-ce qu'on partage la nécessité de faire des efforts, etc. etc. Et puis d'un point de vue éthique, revenir sur des valeurs est-ce qu'on partage bien l'idée de l'indépendance culturelle de l'établissement qu'on vient financer. Est-ce qu'on partage bien l'idée que la philanthropie reste désintéressée en tant que telle? Est-ce que la notion de contrepartie en tant que telle, on vient pour consommer du cocktail, ou est-ce qu'il y a autre chose qui peut se passer? Comment est-ce que ces éléments-là sont partagés au sein de l'entreprise qui va être bénéficiaire des contreparties? Et donc l'idée, ce serait on commence à y travailler, mais c'est très long parce qu'il faut discuter mécène après mécène en fait. Et puis on ouvre en plus des portes sur lesquelles nous-mêmes on n'est pas encore très aguerris, et où en plus ces questions n'ont pas forcément été encore soulevées. Toutes les entreprises ne sont pas au même niveau en termes de prise de conscience ou en termes d'activisme sur tel ou tel type de questions. Il se trouve qu'on a des gros mécènes où la question est traitée de manière assez professionnelle, voire a été anticipée. Et on a aussi tout un lot, nous, de TPE, de PME. On peut commencer à être mécène chez nous à partir de 1 200 €, donc ça reste relativement ouvert. Et on est bien face à des entreprises locales, très actives, qui sont vraiment dans une démarche de philanthropie très ouverte, avec un dialogue très porté. Mais c'est évident qu'avoir des codes de déontologie RSE, avoir des rapports d'impact de leur activité, carbone, scope 1, 2, 3, etc. En l'occurrence, on voit bien que c'est un peu trop leur demander pour l'instant. Donc il faut juste qu'on se mette d'accord sur le périmètre en fait de ce que ça recouvre. Mais là, on est vraiment au cœur d'une notion d'éthique en fait. C'est d'abord de se dire qu'est-ce qu'on partage comme valeur, et à partir de quoi on pourra dire du coup qu'il y a un risque qui se précipite, une crise a posteriori, parce qu'on n'aura pas respecté a priori ces valeurs. Ce qui est intéressant, parce que certains, je pense que Anne-Claude, vous avez une charte. Vous avez une charte aussi à Paris Musée ou Oui, alors le sujet de la charte, c'est assez compliqué, parce qu'en fait, la charte éthique, c'est un positionnement de l'établissement, mais en fait, elle est assez large parce que justement, on doit aussi pouvoir afficher une souplesse face à l'évolution de nos partenaires. Donc, on ne peut pas forcément dire. D'ailleurs, la charte du ministère avait évolué en finalement incluant les partenaires alcooliers, dans la mesure où c'était aussi des maisons qui incarnent le patrimoine français. Donc, il y a des choses qui finalement sont réintégrées, et je trouve que finalement, les chartes éthiques, c'est une position, mais en fait qui peut éventuellement permettre de prendre des distances avec une entreprise quand il y a un sujet, mais elle est fondamentalement pas très contraignante. Je trouve que c'est surtout par rapport au point de vue et à l'opinion publique de dire bon voilà, on a une charte éthique, on peut afficher ça. Il y a le Palais Musée dans une démarche avec un recrutement d'une responsable RSE qui va apporter la lettre d'engagement de Paris Musée. Je trouve que c'est intéressant, certes, mais en fait il faut qu'on assume les mêmes critiques que celles qu'on pose sur nos mécènes, qu'on critique pour du greenwashing. En fait, les chartes éthiques, sincèrement, je pense qu'elles sont quand même encore à la surface, parce que justement
justement, soit on est très contraignant et dans ce cas, on a peu de flexibilité pour lever des fonds, soit on vise large et dans ce cas, c'est une position tellement généraliste qu'en fait, elle est très peu contraignante. Donc je pense que c'est une bonne démarche, mais ce qui est le plus intéressant, je crois, c'est surtout en pratique, quand ces sujets de lettres d'engagement ou de charte éthique vont vraiment infuser la démarche des collaborateurs. Et je trouve ça extrêmement inspirant, ce qui est fait au Palais de Tokyo, parce que là, il y a vraiment le sujet de, voilà, la position, voilà comment ça va aussi infuser notre programmation. Et je pense qu'il y a beaucoup de musées qui ne se sont pas encore engagés dans ce pas supplémentaire. Et c'est là que moi, je pense que ce serait intéressant en tant que fundraiser de pouvoir dire, voilà, quels sont nos engagements très concrets. Voilà ce qu'on fait pour avoir moins d'expositions temporaires ou pour avoir des expositions éco-conçues à 90%, enfin, des choses plus concrètes que juste la charte éthique. Je pense que la charte, c'est un bon garde-fou en cas de crise pour éventuellement se désengager d'un partenaire, mais elle n'est pas forcément prescriptive pour sélectionner ses mécènes. Donc moi, ce qui m'intéresse plus, c'est suivre un peu quelles vont être les postures éthiques des établissements qu'on accompagne, pour lesquels on fundraise, et voir quelle est leur posture et pouvoir s'engouffrer dans cette posture éthique pour aller chercher des mécènes et se dire, là où on peut changer les choses, c'est faire financer les projets de l'ordre du champ social. Il y a une évolution de la part de notre équipe à Paris Musée qui est aussi liée à la situation, à la réalité, mais c'est qu'on, au lieu de subir le fait qu'on a moins de mécènes classiques d'exposition avec le logo, la coupe de champagne et puis la soirée du personnel ou la soirée des clients, se dire au contraire, assumons le fait que le mécénat des expositions est un peu en décroissance et portons le sujet sur le soutien au champ social, à ce que va porter comme discours une exposition, ce que ça va permettre comme association avec des ONG, avec le champ social. Et donc c'est vrai que nous, notre challenge, c'est à la fois de infuser tout ce qui va être fait, la mission de Paris Musée ou des établissements de Paris Musée en dehors des expositions pour que le mécène puisse vraiment percevoir ça aussi quand il soutient une exposition, et puis essayer de trouver des financements plus pérennes, que ce soit sur les publics ou sur les collections permanentes aussi, se dire qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire sur ce qu'on fait de permanent et justement se dire se détacher de ce côté, il faut avoir de plus en plus de projets parce qu'on a un objectif toujours plus grandissant. Et donc je pense que c'est là qu'on a une vraie révolution à opérer, c'est dire en fait accompagnons aussi nos structures pour dire oui, on va se fixer un objectif sur les expositions ou sur les pièces pour nos collaborateurs qui sont plutôt du spectacle vivant, mais assumons aussi qu'est-ce qu'on a d'autre à raconter sur notre établissement qui peut faire objet d'un mécénat. Et donc c'est ça que je trouve très stimulant, c'est de se dire, voilà, c'est là que je pense que le sujet éthique se trouve, pas dans la rédaction d'une énième charte qui finalement est assez généraliste, mais par contre ça reste un sujet de réflexion et nous je pense qu'il faudra qu'on réécrive notre charte. Mais je m'intéresse aussi beaucoup au repositionnement intrinsèque des établissements. Ouais, mais justement, c'est assez intéressant du coup ce petit débat qu'il y a sur charte ou pas, efficacité ou non, et qui rejoint un peu le point de vue aussi de Sébastien. J'aimerais bien avoir votre commentaire, votre vision de mécène. Mais quand vous disiez, j'imagine que vous n'avez pas forcément de choses très écrites, à part une philosophie d'un respect qui doit irriguer en fait toutes vos actions et en fait tous vos choix. Je ne vous cache pas qu'on essaye de trouver le temps pour écrire une ligne directrice, mais qui bouge selon la situation parce qu'on ne travaille pas que sur l'objet culturel. Donc quand on travaille en direction de structures d'urgence, c'est difficile d'écrire une ligne directrice qu'on devrait suivre. Un tremblement de terre, ça ne se prévoit pas totalement. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire le minimum d'entorse à ce qu'on s'était dit au début de l'année, mais si on en fait, c'est pour la bonne cause, entre guillemets. Oui, moi, les questions de charte, je suis plus réceptif à la question de la décroissance des projets. Je suis plus réceptif également à la question de... Tu avais ouvert un peu cette idée qui était... Il y a une différence entre le mécénat et le partenariat quand même. Enfin, le mécénat, moi, j'ai pas de contrepartie. J'en veux pas, même quand on m'en propose. Il y a un moment où c'est du mécénat, on croit dans le projet, on vient aider à un endroit qui a une fragilité. Soit il n'y a pas de fragilité, il n'y a pas besoin de nous, et sinon c'est du partenariat. Et là, c'est pas mon sujet. La question également du RSE. Je l'ai dit au début, nous on ne travaille pas pour l'entreprise, mais on a des croisements, on fait des produits solidaires avec l'entreprise qui nous permettent de reverser plus d'argent à des causes. Dans l'entreprise, il y a un service RSE. Alors, j'ai beaucoup douté, pas de l'utilité du RSE, évidemment, c'est très important. Surtout quand on est dans une entreprise qui fait de la mode, du vêtement.
qui est donc une société qui pollue. Donc il y a des questionnements, il ne faut pas les éviter. Au contraire, il faut s'améliorer, faire bien mieux, moins polluer, être moins dans la fast fashion, même si c'est franchement pas notre problème. Je travaille avec le RSE, partager des idées, oui, mais je pars plutôt du constat qui avait été fait par le ministère de la Culture. Il y a une analyse sur RSE, mécénat. Moi, je fais très attention. Je ne travaille pas pour une entreprise. Et quand on fait du mécénat, on n'y va pas pour s'acheter une visibilité. Le RSE non plus, mais quand même, il y a un but d'être plus crédible en direction d'un client. C'est normal, c'est une démarche logique. Mais un mécène, c'est pas ça pour moi. Donc je veux pas, enfin, le RSE, je ne ferai pas de projet en commun. Il y aura des discussions pour mieux comprendre leurs problématiques, et ça c'est important. Mais encore une fois, je reviens à la question du mécène. Un mécène, c'est historique. Le comte qui soutenait le Caravage, il le faisait contre la religion à l'époque. Une question de morale. Il dépassait une morale. Et il a continué, même quand il a été chassé de Florence. Voilà. Donc on doit continuer quand on croit en quelque chose, même quand on va à l'encontre d'une idée importante et qui regroupe du monde. Oui. Juste pour rebondir, c'est vrai que c'est sensible, surtout avec les fondations, avec les particuliers. C'est vrai qu'il y a quand même, avec cette place grandissante de l'éthique, ce sujet du repositionnement, de la discussion même spontanée par les mécènes qui vont nous dire, en fait, nous, on ne va pas chercher à utiliser des contreparties. On a de plus en plus de fondations qui nous accompagnent, notamment la fondation NJ, qui nous disent, en fait, nous, on ne va pas vouloir utiliser nos contreparties pour faire un énième cocktail. Ça va être pour mettre à disposition ces laissez-passer pour les associations qu'on accompagne. Et donc, je trouve ça très intéressant, et c'est vrai qu'on le voit aussi avec la multiplication des fonds de dotation, qui est une direction qu'on explore, mais qui, voilà, qu'on voit grandissant dans nos institutions, qui montre, voilà, aussi, c'est un indicateur qui montre que beaucoup de mécènes ne cherchent plus les contreparties, mais vraiment un projet purement philanthropique dans la durée. Ouais, je vois quand le temps file, etc. Donc on va arriver à la conclusion, mais je trouve ça vraiment très intéressant, cette question des outils qu'on se donne en fait pour répondre aux questions éthiques, et puis ça balaye finalement en fait tout ce qui a été dit dans toutes les tables rondes cet après-midi. C'est oui, on a potentiellement des outils, ils sont pas parfaits parce que les matières sont tellement mouvantes, et finalement c'est quel sens on va y donner pour s'appliquer en fait ces règles, soit qu'on écrit, soit qu'on se dit, avec aussi ce prisme. Enfin, moi ce que j'aime bien dans votre idée aussi, Étienne, c'est que votre charte, c'est la charte du développement durable, donc ça fait sens avec une structure, et le mécénat en est une partie. Là où d'autres, ça va être vraiment une charte du mécénat, et je trouve que c'est assez intéressant que ça arrive chez vous aussi sur une réflexion d'ensemble. Et de ce que je retiens de nos discussions, avant de laisser la parole à la salle, c'est peut-être 3 grands principes, je dirais, finalement, qui ont guidé tout cet échange. Peut-être un principe qu'on a évoqué en filigrane, qui était le principe de précaution, quand on se lance dans ces démarches d'éthique. Un autre principe qui va être aussi le principe de proportionnalité, finalement. Qui je suis en tant que mécène, est-ce que je suis un individu, une entreprise, de quelle taille, et pareil pour le bénéficiaire. Et je dirais aussi un principe finalement de responsabilité partagée. C'est ce que je retiens en fait voilà, de ça. Et je vous laisse... Un grand merci Léa, merci pour vos témoignages. Je me permets de rebondir du coup, parce que tu me cèdes, finalement, tu me donnes le bâton que j'attendais sur la responsabilité partagée, parce que Anne-Claude a évoqué la solitude du fundraiser, ou le fait qu'on était parfois exposé, ou en tout cas en situation peut-être de dilemme éthique. On avait dit qu'on parlerait franchement, alors. Oui, tout à fait. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler qu'on est ici à l'Association française des fundraisers, et c'est vous qui comptez pour nous. Et le sujet, c'est de savoir comment on organise le collectif par rapport à ça dans l'institution, pour que les fundraisers ne soient pas en première ligne, comme tu le disais. Je voulais évoquer ce qui se passe souvent dans des institutions anglo-saxonnes, et une étude de cas qui a été présentée à notre conférence enseignement supérieur et recherche en mars. Dans les institutions anglo-saxonnes, il y a souvent un comité d'acceptation des dons qui est structuré. Et là, il s'agit de l'étude de cas de Sciences Po pour sa campagne. Sciences Po qui a une habitude du collectif et voilà, une vie académique et estudiantine riche d'opposition en tout genre. Et donc, ils ont créé un comité d'acceptation des dons dans leur campagne pour le campus de l'Artillerie. Saint-Thomas, c'est ça? Je ne sais jamais si c'est Saint-Thomas ou Saint-Augustin, un des deux. Comment?
Saint-Thomas, voilà. Et donc, ils ont créé ce comité d'acceptation multi-parties prenantes, donc avec des étudiants, voilà. Donc, je vous invite à regarder, vous aurez sur notre site, dans notre magazine de nouveau, il y avait dans le dernier numéro voilà, ce cas qui était évoqué. Et puis, sur la question du principe de précaution et de son outillage, on a parlé des procédures de compliance, etc., qui étaient demandées côté mécène. Mais du côté fundraising, mécénat, il y a quand même une structuration de plus en plus grande de tout ce qui est process de due diligence. Effectivement, comme le disait Anne-Claude, on ne va pas sortir l'artillerie lourde pour tous les montants, on n'en a pas forcément le temps, mais c'est important de se dire voilà, que c'est structuré pour ne pas aussi se trouver face à des dilemmes et des sujets personnels, parce qu'on voit beaucoup d'acteurs, de fundraisers qui se trouvent pris dans cette spirale infernale de l'absence de pouvoir de dire non par voilà, enjeux économiques et finalement des injonctions de leur institution qui les amènent à être dans des positions qui ne sont pas tenables parfois. Donc voilà, se dire que se doter de cadres et d'outils, c'est peut-être un peu évident ce que je dis, mais c'est vraiment très très important d'un point de vue de professionnel. Et je répète que nous avons un code de déontologie qui vaut pour engagement moral, il n'est opposable à personne. Mais en tout cas, se dire que quand on fait partie de cette profession, on a déjà ce cadre de référence. Voilà. J'ai été un peu longue et je passe la parole, enfin si vous voulez rebondir. Moi je rebondis juste à ce que tu dis, Yael, juste pour signaler qu'il y a des codes de déontologie, alors dans d'autres pays, qui étaient juste des codes de déontologie professionnelle, et là je pense à la Suisse, qui maintenant en fait ont été utilisés dans des jurisprudences, hein, donc par le juge pour régler des cas, donc par moment ça... Par moment, ça marche. En tout cas, en France, à chaque fois qu'on a essayé d'évoquer ça avec des ministères ou quoi, en envoyant, parce qu'il y avait des pratiques qui étaient promues et tout, on nous a dit, votre code, il n'est opposable à personne, retournez jouer dans votre cours entre professionnels. C'est ce qui nous a été dit en France. En Suisse, c'est peut-être autrement. Mais comment ? Peut-être les juges un jour. Peut-être un jour, oui. Merci. Pardon. Est-ce que vous avez répondu à toutes vos questions? Je peux enchaîner ou il y avait d'autres remarques encore? C'est bon. Donc, bonjour, Manon Barré, mission mécénat de la ville de Lyon. J'ai particulièrement aimé vos interventions, notamment concernant tout ce qui parle de charte. Parce que c'est vrai que nous, la particularité, c'est qu'on est en lien avec donc, une collectivité, avec une dimension politique, marquée plutôt écologiste. Donc en fait, les problématiques sur l'éthique et la sélection des mécènes, elle est partie intégrante de notre métier. En fait, les contraintes, on ne se les met pas, on les a de par les personnes à qui on doit rendre des comptes au quotidien dans nos missions. Donc c'est quelque part une bonne chose. Sur la charge, je vous rejoins entièrement... Anne-Claude, sur le fait que vous dites qu'il ne faut pas que ce soit une charte de critères, parce que là, on se met carrément une balle dans le pied. Mais par contre, la charte, pour nous, c'est une charte de valeurs, et on l'a mise dans le modèle de convention de mécénat qu'on a mis à jour récemment. Donc en effet, c'est aussi une protection presque un peu plus symbolique, mais même, elle est quand même dans le texte juridique, pour qu'on puisse justement dire, voilà, nous, on s'engage avec vous, mais ça, c'est les valeurs qu'on affiche par rapport à, voilà, à notre engagement en tant que porteur de projet. Voilà, c'était juste ça. Et après, moi, j'avais juste une réflexion, je ne sais pas ce que vous en pensez tous. Notamment, c'était vous, Sébastien, qui en parliez par rapport à la multiplication des mécènes et aux risques que ça comporte. Moi, au contraire, alors après, c'est parce que c'est peut-être aussi au niveau de l'ancrage local, mais je trouve qu'à l'inverse, une multiplication de petits mécènes ou de petites entreprises, notamment de PME, ça peut aussi avoir l'effet inverse. Parce que justement, en fait, sur un maillage local économique comme c'est le cas à Lyon ou dans d'autres villes en France, il est plus facile aussi de savoir à qui on a affaire assez rapidement, assez facilement, surtout si c'est des petites structures très implantées localement. Et donc, en fait, plutôt que des grands groupes internationaux ou nationaux, si on a plus de mécènes, mais beaucoup plus ancrés localement,
je pense qu'il y a quand même aussi c'est une manière aussi de contrôler un petit peu mieux à qui on a en face de nous, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est effectivement très bien d'aller vers des mécènes de proximité. C'est nécessaire, de toute façon c'est des gens avec qui il faut parler, enfin ça me semble évident. C'est aussi une façon d'échapper à la saturation, il faut se le dire. Mais enfin, toute saturation amène une autre saturation. Donc ce qu'on trouve au bout de 20 ans, vous le retrouverez peut-être 10-15 ans après avec les locaux. Juste pour information, une structure comme la nôtre qui a un budget de 2,5 millions, donc qui n'est pas un gros budget du tout pour une structure visible. On avait en 2019-2020 5 dossiers par semaine de demande d'aide. J'en ai entre 5 et 10 par jour. Voilà. Donc j'ose imaginer que sur les très gros groupes, c'est encore pire, avec des montants plus gros. Ça me permet de dire aussi que toutes les techniques qui sont mises au point pour être meilleures dans notre direction, ce que vous mettez au point, les chartes, la façon de bien valider chaque mécène, de rencontrer un projet, tout ça est très bien, mais attention, peut-être un petit bémol, c'est-à-dire que nous qui rencontrons des gens qui ont besoin de soutien sur des fragilités de projet, on ne souhaite pas rencontrer toujours la même personne. Il ne faudrait pas que ça lisse des questions de personnalité et de projet. Avant tout, quand on va aider une structure, c'est parce qu'on croit dans la structure. Alors la charte, l'engagement annuel peut aider, mais quand même on va rencontrer un projet et une personne. Je me souviens très bien avoir aidé des projets dans des petites dimensions financières, mais parce que la personne qui était en face avait réussi à me convaincre et parce que je sentais qu'il se passait quelque chose. Et on n'était pas toujours sûr du projet, de la charte, de la technique qu'il y avait en face. C'est important de se détacher, enfin il y a une question humaine aussi. Je peux bien réagir sur le sujet de la charte à nouveau, parce que voilà, j'en ai parlé très franchement, mais je crois qu'en fait, il y a effectivement une grosse différence entre la charte d'un établissement ou la lettre d'engagement, la position de l'établissement qui permet de définir des valeurs et un positionnement. Mais c'est vrai que comme outil de travail, je trouve que la charte de mécénat, sur les valeurs, elle est assez limitée, parce que justement, on ne va pas bannir un secteur ou autre. Là où elle est très utile, c'est plutôt sur le sujet des contreparties, pour border la différence entre mécénat et parrainage. Et c'est vrai que là, vous avez vraiment créé une boîte à outils. Votre charte, elle est vraiment utilisable telle qu'elle, elle est toujours très actuelle, donc c'est vraiment très précieux, mais c'est plus ça qui nous est utile en annexe de nos conventions pour vraiment aborder la différence entre mécénat, parrainage, ce qu'on peut pas faire, quand après on est amené à avoir des discussions justement sur la visibilité ou autre. Donc c'est plutôt ça qui est une bonne boîte à outils. Sur les valeurs, c'est vrai que c'est plus porteur quand c'est porté par un établissement, comme l'évoquait Étienne, ou comme l'ont évoqué les équipes du Palais de Tokyo. Bonjour, je travaille à Paris Musée, je m'appelle Armand Duboche, j'ai sans doute une question un peu naïve, mais malgré tout je tenais à la poser. Vous parlez de morale, mais je suis un peu gênée, un peu dérangée par ce terme. N'y a-t-il pas le risque finalement qu'on tombe, qu'on essaye d'abord de répondre à une opinion publique, qu'on finisse par suivre des tendances politiques, sociales, et que finalement la morale qui est la définition du bien et du mal soit un peu perdue de vue, et que les établissements publics perdent en liberté et en suprématie? Non, pas du tout. Enfin, l'éthique, la définition du mot l'éthique, je ne l'ai pas là comme ça en tête, mais si mon souvenir est à peu près correct, science de la morale, voilà. Donc le mot morale, je crois, je l'ai dit au début, hein, il fait peur, et c'est probablement pour ça que le terme éthique prend le pas sur la question morale. Et je l'ai dit également, la morale, c'est aussi une façon de se situer par rapport à une morale dans une période. C'est aussi une façon de ne pas respecter la morale en cours. Quand on s'engage dans un projet, c'est parfois en se disant « je ne vais pas dans le sens justement d'une morale qui ne me convient pas ». Le mécène a aussi, et je reviens sur le premier terme, quand on fait du mécénat, c'est une voix qu'on a, et on doit respecter cette voix importante. On a un pouvoir d'aider des choses pour qu'elles existent. Donc, on doit avoir ce questionnement moral. Et des fois, quand on pousse un projet, il est contre la morale ambiante. Je le sais parce qu'on le fait très souvent, nous. Donc, quand on aide SOS Méditerranée, alors que, on peut dire globalement,
à cette période-là, le gouvernement qui était en place, et c'est toujours le cas, n'est pas vraiment aidant avec SOS Méditerranée. Je crois que je ne vais pas dans le sens d'une certaine morale qui est celle de certains politiques. Je crée ma morale, ou en tout cas je vais moi dans ce qui me semble être la morale. Et ce n'est pas une question de bien ou mal. C'est plutôt une question, enfin, moi je dirais que c'est une question de ce qu'à pour soi on se dit être bien ou être mal à un moment donné. Donc c'est une certaine aussi liberté là où la loi va pas en fait. C'est quelqu'un qui décide arbitrairement que on applique telle règle pour vivre dans une société qu'on a décidée. Là où par rapport à ce que vous disiez, c'est pas le bien et le mal et des gens décident le bien en fait. C'est ce que vous vous imposez comme étant le bien pour vous sur ce moment-là. Je crois qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours et ces dernières semaines la question, le terme de désobéissance. Hein, c'est Soro. Hein. Donc et effectivement, c'est être capable d'aller contre une morale, contre même un pouvoir, et un mécène peut le faire en poussant un sujet. Ça peut même être dangereux d'ailleurs, c'est des vraies questions. Donc je crois qu'il faut avoir conscience que même quand on met une petite somme dans un projet, ça a des répercussions très fortes. Voilà. Avec ce qui était dit sur la table ronde d'avant, de ce que ça parfois impose aussi de renoncement. Effectivement, je parlais plutôt des institutions, des établissements culturels, plus que des mécénats, disons, de l'autre côté du miroir en quelque sorte. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Mais heureusement, les mots du dictionnaire, le dictionnaire contient des mots qui ne sont pas tous reliés à la religion et qui sont utilisés même par des laïcs qui ont foi en certains sujets. Vous avez dit que c'était un sujet politique. Mais c'est peut-être pour ça que... Enfin, on peut aussi essayer de réhabiliter la notion d'éthique. Si effectivement elle est prise comme substitution un peu bien pensante du mot moral qui fait peur, c'est pas très bien. Effectivement, c'est le truc qui est en train de se passer progressivement. On ne veut plus dire moral parce que ça fait chrétien, machin. Donc on dit éthique. Bon, c'est pas... Mais si on le prend comme une manière de poser les choses de manière plus objective, ça permet aussi de s'interroger, notamment sur des positionnements d'institutions. Pourquoi est-ce qu'on n'irait plus se faire mécéner par telle ou telle compagnie pétrolière? Pour ne pas en citer aucune, c'est le premier réflexe. On dit Shell ou British Petroleum s'est fait virer de tel ou tel musée outre-Manche, etc. Pourquoi? Parce que c'est un peu léger de dire c'est mal. Quand vous allez en vacances, vous faites bien votre plein d'essence chez Total, ça vous gêne plus là tout à coup. Mais alors du coup, il faut peut-être commencer à mettre peut-être des critères, en tout cas s'interroger soit en tant que non spécialiste, en plus en tant qu'institution culturelle. Est-ce que c'est mal parce qu'ils sont sur de l'énergie fossile? Est-ce que c'est mal parce qu'ils investissent aujourd'hui dans de l'énergie fossile qui continuera à polluer dans 30 ans? Est-ce que c'est mal parce qu'ils subventionnent des instances non scientifiques qui participent à la désinformation climatique? Bref, moi j'ai pas la réponse, hein, mais ça permet quand même de se poser concrètement ces questions et de venir étayer éventuellement cette notion de tout à coup pourquoi est-ce que ça pourrait faire sens moral pour nous vis-à-vis d'un positionnement d'établissement, tout à coup de se dire là on n'a pas vraiment envie de travailler, ou à l'inverse on voit que vous êtes en train de changer sur tel ou tel élément et là ça nous intéresse de vous accompagner aussi dans ce changement. Là pour l'occasion on renverse presque la perspective, c'est presque l'institution culturelle qui va non pas donner des bons et des mauvais points, mais éventuellement aller regarder ce qui peut se passer dans le monde de l'entreprise et essayer de se dire tiens ça c'est intéressant comme shift. J'ai aussi moi-même presque envie de m'associer à cet effort qui peut être porté. Vraiment c'est passionnant, merci beaucoup. Et on pourrait rester 2 heures, mais on n'a qu'1 heure et on a déjà dépassé le temps. On me fait signe qu'on doit y aller.